Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour vocation à proposer des cours complets et qui explique les œuvres fondamentales de René Guénon sur la doctrine spirituelle traditionnelle, véritable. Alors, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en faisant des dons sur Tipeee, sur la page du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est le chapitre 1er de la deuxième partie d'Orient et Occident. Donc, dans Orient et Occident, il y a deux parties. Une première partie sur les illusions occidentales et une deuxième partie qui s'intitule Possibilité de rapprochement. Donc, une première partie un petit peu plus diagnostique critique et une deuxième partie qui pose des pistes de recherche, d'éventualité, de possibilités pour que l'Occident se rapproche, ou pour que des Occidentaux en tout cas, se rapprochent du modèle traditionnel qui est, selon René Guénon, symbolisé par l'Orient et représenté principalement par les civilisations orientales. Alors, d'abord un premier chapitre qui s'intitule Tentatives infructueuses. Et René Guénon commence par évoquer la différence entre la conception occidentale et la conception orientale de la politesse. Et il remarque que les Occidentaux sont évidemment, lorsqu'ils voyagent ou lorsqu'ils, à plus forte raison, lorsqu'ils ont une position de colonisateur vis-à-vis d'un pays plus ou moins traditionnel, ils sont évidemment, l'occidental est particulièrement impoli par rapport aux coutumes de politesse locale, notamment la politesse orientale bien connue. Les Chinois, par exemple, celle des Chinois, par exemple, pour prendre un seul exemple. Et René Guénon explique que les coutumes de politesse orientale, la politesse orientale si fameuse, si caractéristique et qui est parfois caricaturée, a un sens plus profond. Il nous dit la politesse orientale, qu'on ne s'y trompe pas, n'est point un vain formalisme, comme l'observation des coutumes tout extérieures auxquelles les Occidentaux donnent le même nom. Elle repose, donc cette politesse orientale, sur des raisons autrement profondes, parce qu'elle tient à tout l'ensemble d'une civilisation traditionnelle. C'est-à-dire que pour un oriental, la politesse n'est pas une formalité dont on s'acquitte pour obtenir des faveurs contingentes dans une situation précise. La politesse orientale est un comportement traditionnel qui fait corps avec tout un ensemble de règles, de vie et de mentalité et de tradition, enfin, d'une doctrine et d'une pensée, d'une mentalité, d'une société traditionnelle. Donc c'est un comportement traditionnel. Donc c'est beaucoup plus important du coup puisque ça permet cette coutume, cette politesse, qui est plus qu'une coutume donc, cette politesse traditionnelle orientale permet de garder un lien profond avec l'ensemble d'un dépôt, d'un héritage traditionnel, y compris l'initiation, l'ésotérisme, la métaphysique, etc., etc. Donc la politesse est fondamentale. Et d'ailleurs, l'impolitesse est un signe de disqualification initiatique et même religieuse dans, pour ainsi dire, toutes les traditions. L'impolitesse par rapport aux règles requises est disqualifiant. Par exemple, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui l'impolitesse progresse dans l'Occident moderne. Les gens ne se disent plus bonjour, ne se disent plus au revoir, ne se disent plus merci, ne disent plus de rien, ne disent plus, voilà, les règles de politesse fondamentales. Ils ne répondent pas aux messages quand on leur renvoie un message, ils attendent plusieurs jours quand ils sont, voilà, et en même temps ils sont tout le temps sur leur portable ou sur leurs écrans d'ordinateur ou autre. Donc évidemment ils n'ont aucune raison de ne pas répondre à des messages par exemple, mais donc il y a cette pratique du ghosting, ce qu'on appelle le ghosting, qui est voilà, un des phénomènes de l'impolitesse occidentale typique, y compris lorsque la personne, impolie donc, envoie un message pour poser une question, reçoit la réponse demandée,
et ne répond pas, ne renvoie pas, merci, etc. Voilà. C'est ce genre de comportement qui se répand aujourd'hui, hein, ou alors de promettre de recontacter quelqu'un et de ne jamais le faire, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des impolitesses fondamentales. Des impolitesses fondamentales. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de rappeler que René Guénon lui-même, hein, en tant qu'exemple sur ce plan, était particulièrement poli. René Guénon était particulièrement poli, il considérait que la politesse était extrêmement importante, donc on peut dire qu'il était exemplaire sur ce point-là, de manière générale en tout cas, et que par exemple dans sa correspondance, dans son activité épistolaire, il a toujours mis un point d'honneur à répondre à ses correspondants, voilà, ce qui est donc une manifestation de comportement traditionnel, ce qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de nos contemporains. Ce qui démontre évidemment la perte totale de la moindre substance intérieure, de la moindre consistance humaine et de la moindre ambition d'accéder au moindre degré de tradition et donc de spiritualité et donc d'intelligence. Alors, René Guénon démontre le lien ensuite entre le sentimentalisme et le prosélytisme. Donc on a déjà vu l'importance qu'a prise le sentimentalisme dans la propagande et l'idéologie moderne. Le prosélytisme, nous dit René Guénon, n'est pour les orientaux, au contraire, toute question de politesse à part, qu'une preuve d'ignorance et d'incompréhension, le signe d'un défaut d'intellectualité, parce qu'il implique et suppose essentiellement la prédominance du sentimentalisme. On ne peut faire de propagande pour une idée que si l'on y attache un intérêt sentimental quelconque, au détriment de sa pureté. Pour ce qui est des idées pures, on se contente de les exposer, pour ceux qui sont capables de les comprendre, sans jamais se préoccuper d'entraîner la conviction de qui que ce soit. C'est-à-dire sans jamais avoir la passion, l'émotion, ce désir absolu de convaincre absolument quelqu'un. Donc, c'est extrêmement important parce que Guénon montre là comment ce comportement prosélyte qu'on retrouve dans tout un ensemble de traits de l'occidental, qu'il soit religieux, qu'il soit laïque, qu'il soit athée, qu'il soit depuis les temps anciens de l'Occident qui commençait à dégénérer ou jusqu'à aujourd'hui, on retrouve une propension prosélyte qui est typiquement sentimentaliste. Donc voilà, Guénon révèle le sentimentalisme qui est au fond du prosélytisme, de tout prosélytisme, qu'il soit religieux, qu'il soit scientifique, qu'il soit politique, etc. Donc, qu'est-ce que le prosélytisme finalement ? Le prosélytisme, c'est le comportement visant à convaincre quelqu'un de ses opinions ou de sa religion, par exemple, et de régler son comportement, justement, quasiment toute sa vie, sur cet objectif. C'est-à-dire l'objectif de faire adhérer quelqu'un d'autre à ses opinions particulières ou à sa religion particulière. Et donc de généraliser en quelque sorte ses opinions ou ses opinions particulières, ses opinions individuelles ou sa religion particulière, de la généraliser et d'en faire en quelque sorte une vérité absolument universelle. Donc c'est une confusion entre le particulier et l'universel. Et pourquoi il y a une confusion entre le particulier et l'universel ? Parce que le sentiment se met dedans, c'est-à-dire que le sentimentalisme, la passion prosélyte, pousse à assimiler ce qui est justement individuel et qui est donc justement de nature sentimentale, comme tout ce qui est lié à l'individualité ou à une particularité, y compris une identité religieuse, même si c'est un peuple assez nombreux, c'est une identité qui est particulière. Donc le fait de la généraliser, de l'universaliser, en fait part d'un sentimentalisme qui vise donc à confondre le particulier avec l'universel. Alors qu'une personne qui n'a que le souci d'exposer la vérité sans y attacher aucune passion, aucune émotion, prouve par là
que dans cette vérité qu'elle expose, justement, il n'y a pas de passion, qu'il n'y a pas de particularisme, qu'il n'y a pas d'individualisme, mais qu'il n'y a qu'une pure vérité universelle, détachée des contingences individuelles ou des contingences identitaires quelles qu'elles soient. René Guénon et tout comportement traditionnel donc consiste à exposer la vérité et non pas à tenter de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Le monde moderne analyse toujours René Guénon, avec une très grande lucidité toujours, et le monde moderne est un monde de guerre économique, loin d'une paix entre les peuples. Cette paix entre les peuples que promeut la propagande moderniste. Et là encore, on retrouve cette lucidité de Guénon sur ces guerres économiques et cette vision qu'avait Guénon à partir de la doctrine traditionnelle jusqu'aux applications, y compris économiques, les plus matérielles. Et Guénon nous dit, le développement industriel et économique, comme nous l'avons déjà dit, ne peut provoquer que la concurrence et la lutte entre les peuples. Et oui, donc en réalité, dans une civilisation traditionnelle, il n'y a pas concurrence ou lutte économique entre les peuples, puisque chacun a sa tradition et chacun a quasiment une sorte d'autarcie socio-économique. Ce qui permet des rencontres harmonieuses et purement gratuites, justement, entre diverses civilisations. Mais à partir du moment où tout est fondé sur le développement économique, alors il y a un rapport de force qui se met en marche et qui est donc évidemment au profit de celui qui a une domination matérielle et au détriment de celui qui a une infériorité matérielle. Donc une inégalité. Donc c'est un monde fondé sur les inégalités. Et Guénon donc démontre qu'il est illusoire de fonder une réelle entente entre des peuples sur la base de l'intérêt ou de la collaboration économique. Donc même s'il y a tentative de chercher un intérêt commun entre des pays différents, de collaborer sur le plan économique, en réalité cela amènera toujours à des luttes et à des concurrences, voire à des hostilités. Pourquoi ? Parce que, par principe, René Guénon explique, la matière est de sa nature un principe de division et de séparation. Tout ce qui en procède ne saurait servir à fonder une union réelle et durable, et d'ailleurs c'est le changement incessant qui est ici la loi. Donc tout ce qui est matériel fondé sur des critères matériels ne peut que mener à la division et à la séparation. Et on ne peut rien fonder d'unifiant, d'unificateur à partir de quelque chose de matériel. La matière en elle-même d'ailleurs est changement incessant, c'est-à-dire qu'elle est variation permanente, corruption permanente, et donc ce qui change en permanence ne peut pas fonder une entente qui réclame une certaine stabilité. Alors au contraire, les sociétés traditionnelles fonctionnaient bien différemment. Une société traditionnelle a des ordres hiérarchiques en suivant la nature des individus. Dans une collectivité humaine hiérarchiquement organisée, il faut assigner à chacun la fonction qui convient à sa propre nature individuelle. Et c'est là le principe sur lequel repose essentiellement dans l'Inde l'institution des castes. Donc René Guénon oppose le monde de la concurrence anarchique, individualiste et matérialiste du monde moderne, des industries modernes, avec une société organisée à partir de principes suivant la qualité individuelle des individus, et qui est le modèle traditionnel. Mais évidemment, s'il parle de l'institution des castes en Inde, ça ne veut pas dire qu'en Occident, en Europe par exemple, il faille instituer des castes identiques à celles de l'Inde. Guénon ne veut pas faire des occidentaux des orientaux, ou les convertir tous, à partir de l'action dans laquelle ils sont plus ou moins plongés, à la contemplation pure immédiatement. René Guénon veut surtout que l'Occident revienne à un modèle de structure sociale traditionnelle. Si donc l'Occident revient jamais à une constitution hiérarchique traditionnelle,
c'est-à-dire fondée sur de véritables principes, nous ne prétendons aucunement que la masse occidentale en deviendra exclusivement contemplative. La spéculation, c'est-à-dire la contemplation, sera l'occupation normale de l'élite, donc d'une élite spirituelle et intellectuelle, selon le terme qu'entend René Guénon, selon le sens qu'entend René Guénon par le terme d'élite, et que même on ne concevra pas qu'une élite véritable puisse être autre qu'intellectuelle. Cela est suffisant d'ailleurs pour qu'un tel état de choses soit tout le contraire de celui que nous voyons actuellement, où la richesse matérielle tient lieu presque entièrement de toute supériorité effective. Parce que, comme tout un chacun le sait, nous vivons dans une véritable plutocratie où la richesse matérielle est le critère de la supériorité sociale, et du pouvoir et de toute autorité. René Guénon signale en passant aussi que, à cause de l'unité transcendante des traditions, il est absolument inutile de se convertir d'une tradition à une autre tradition, de passer d'une tradition à une autre tradition. Pourquoi ? René Guénon explique, il n'y a pas une complète équivalence entre toutes les formes traditionnelles, parce qu'elles correspondent à des points de vue qui diffèrent réellement. Mais, dans la mesure où elles sont équivalentes, c'est-à-dire pour parvenir à la vérité métaphysique qui est une et universelle, la substitution de l'une à l'autre, donc d'une tradition, par exemple une tradition locale à l'autre, c'est-à-dire pour une tradition exotique, une tradition étrangère, au milieu ethnoculturel où l'on se situe, donc la substitution de l'une à l'autre serait évidemment inutile. Et dans la mesure où les traditions sont différentes autrement que par l'expression, ce qui ne veut nullement dire qu'elles soient opposées ou contradictoires, cette substitution d'une tradition à une autre ne pourrait être que nuisible parce qu'elle provoquerait inévitablement un défaut d'adaptation. Donc là encore, c'est une remarque qu'aurait dû entendre tout un ensemble de guénoniens ou de prétendus guénoniens qui promeuvent, avec un certain prosélytisme d'ailleurs, prosélytisme antitraditionnel, ces personnes qui promeuvent le passage de la tradition locale, ethnoculturelle, ancrée dans l'Occident européen, à une tradition exotique étrangère, quelle qu'elle soit. René Guénon démontre, noir sur blanc, que c'est inutile et cela provoquerait inévitablement un défaut d'adaptation. Ce qui est donc un comportement anti-traditionnel. Ainsi, les traditions orientales, hormis l'islam, n'ont pas de religion au sens occidental. Précise encore René Guénon pour bien expliquer les différences entre traditions. Donc les traditions orientales, hormis l'islam, n'ont pas de religion au sens occidental. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le concept de foi religieuse en une révélation spécifique, historique et exclusiviste, puisque toutes les religions occidentales et abrahamiques ont une tendance exclusiviste, tendant principalement d'ailleurs à l'exotérisme et avec une tendance à la moralisation, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. René Guénon explique, les orientaux n'ont point la religion au sens occidental du mot, ils en ont tout ce qui leur convient. En même temps, ils ont plus au point de vue intellectuel, puisqu'ils ont la métaphysique pure, dont la théologie, qu'elle soit la théologie judaïque, la théologie islamique ou la théologie chrétienne, la théologie n'est en somme qu'une traduction partielle de la métaphysique pure, affectée de la teinte sentimentale qui est inhérente à la pensée religieuse. En effet, René Guénon explique que la foi religieuse, qu'on trouve dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam, a une teinte sentimentale qui pousse à une moralisation exclusiviste, c'est-à-dire qu'on croit, par une impulsion morale, que la révélation religieuse dans laquelle on se situe, à laquelle on se rattache, est en quelque sorte la seule vraie, la seule bonne, la seule possible, en quelque sorte, ou la seule véritable. Voilà. Ou alors qu'elle est supérieure à toutes les autres. Ça, c'est une croyance
sentimentaliste moderne, et d'ailleurs qui est issu de l'Occident, mais qui se retrouve aujourd'hui évidemment dans toutes les religions qui se sont occidentalisées, que ce soit l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Ils ont subi des influences, des influences corruptrices de la mentalité occidentale et de la sentimentalité. Donc le fait de croire dans l'exclusivité de sa religion est typiquement moderne, typiquement occidental. Puisque finalement, seule la métaphysique est importante. Donc si seule la métaphysique est importante, il suffit de prendre comme appui la religion ethnoculturelle qui nous est fournie dans notre milieu d'origine. Et qui est d'ailleurs adapté, à notre milieu d'origine et à notre ethnoculture. Et rappelons que ce que la citation de René Guénon que j'ai faite plus haut, une substitution d'une tradition à une autre provoquerait inévitablement un défaut d'adaptation. C'est-à-dire qu'une tradition exotique serait inadaptée à une personne ancrée dans un milieu ethnoculturel local. Et même en rétablissant l'ordre traditionnel, René Guénon explique que la masse occidentale n'en conservera pas moins un besoin de satisfaction sentimentale que la forme religieuse seule peut lui donner, et donc René Guénon concède en quelque sorte que la forme religieuse de la tradition judaïque, chrétienne ou islamique comporte. Donc il est tout à fait normal que ces formes religieuses s'expriment dans le milieu dans lequel elles se sont développées, elles se sont adaptées. Et en ce qui concerne l'Occident, il y a un besoin de religion, et d'ailleurs, en réalité, nous remarquons que les trois religions plus ou moins exclusivistes et plus ou moins sentimentales, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont les religions qui sont présentes dans l'Occident. Si on prend l'Occident comme étant de l'Europe jusqu'à l'Occident de l'Afrique, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? C'est justement l'islam, le christianisme et le judaïsme. Y compris aux États-Unis d'Amérique et au Canada, donc ce qu'on peut considérer comme la pointe de l'Occident. Donc ce sont des traditions occidentalisées, occidentales, avec une dominance exclusiviste, sentimentaliste, que seul l'accès à l'ésotérisme, à un véritable ésotérisme métaphysique, peut transcender, justement. Alors maintenant, René Guénon oppose la connaissance véritable de la sagesse traditionnelle avec les informations ou les sciences que peut posséder un individu moderne, et qu'il les possède d'ailleurs toujours de manière incomplète. Et selon un principe de sagesse orientale et traditionnelle, l'ignorance pure et simple est bien préférable aux idées fausses. Pourquoi? Parce qu'une idée fausse bloque la réception des connaissances vraies en les remplaçant ou en bouchant comme un écran, comme un bouchon. Or, un bouchon est plus difficile à enlever d'un esprit qui croit savoir, l'occidental ou le moderne, qu'une idée vraie à introduire dans un esprit qui serait encore vierge et non bouché. Donc vous voyez que c'est tout à fait logique. Donc il vaut mieux être purement et simplement ignorant d'un sujet que d'avoir des idées fausses sur ce sujet, puisque ces idées fausses prennent la place de toutes les idées vraies qui devraient enrichir et compléter la connaissance de ce sujet. Et qui pourraient même causer des bouchons, en quelque sorte, des bouchons comme dans un bouchon dans un canal. Et c'est pour ça que René Guénon dénonce l'érudition myope de la spécialité universitaire, donc qui s'occupe de détails de certaines connaissances, et qui ainsi cache l'arbre, c'est l'arbre qui cache la forêt, à chaque fois. On se spécialise sur un arbre, et puis cet arbre cache la forêt. Leur seul danger, en somme, est celui qui est commun à tous les abus de l'érudition. Nous voulons dire la propagation de cette myopie intellectuelle qui borne tout savoir à des recherches de détails
et le gaspillage d'efforts qui pourraient être mieux employés dans bien des cas. Donc René Guénon dénonce le développement des spécialités universitaires qui rendent la mentalité occidentale myope et qui lui fait perdre de vue évidemment les points de vue universels en réalité. Ces points de vue universels étant remplacés au besoin par de pures idéologies creuses, vagues et d'ailleurs non scientifiques. Pas même scientifiques. Les Occidentaux ne veulent pas comprendre l'Orient, mais ils ne veulent le comprendre et le percevoir qu'à travers des catégories occidentales, ce qui est impropre et inadapté, comme le démontre René Guénon. Il en est qui, tout en affichant une certaine sympathie pour les conceptions orientales, veulent à toute force les faire entrer dans les cadres de la pensée occidentale, ce qui revient à les dénaturer totalement, et ce qui prouve qu'au fond, ils n'y comprennent rien. Certains, par exemple, ne veulent voir en Orient que religion et philosophie, c'est-à-dire tout ce qui ne s'y trouve pas, et ils ne voient rien de ce qui existe en réalité. Donc par exemple, que ce soit la religion au sens judéo-chrétien ou islamique, ou que ce soit la philosophie, l'Orient traditionnel ne connaît pas ces choses, ne connaît pas ces catégories. L'Orient ne connaît que des traditions, que des rites, qui sont complémentaires les uns des autres, qui sont dans une forme de hiérarchie, de connaissances, de sciences traditionnelles, sacrées à divers degrés, mais ils ne connaissent pas un domaine religieux, ils ne connaissent pas un domaine philosophique. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui même, vous trouvez dans des monastères tibétains des pratiques de débat philosophique. Mais ce débat philosophique est intégré à la formation et à la pratique rituelle du moine bouddhiste tibétain. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas ces catégories occidentales que sont par exemple la religion d'un côté et la philosophie de l'autre. Et c'est pourquoi Guénon dénonce tous ces occidentaux, tous ces intellectuels et ces auteurs occidentaux qui ont prétendu intégrer, qui ont prétendu reprendre tout un ensemble de doctrines orientales. Par exemple, Schopenhauer, qui a exalté ce qu'il a appelé le pessimisme bouddhique. Donc le pessimisme repris au bouddhisme. Ce qui est un point de vue typiquement occidental, sentimentaliste d'ailleurs, qui n'appartient pas au bouddhisme. Dans la science européenne des textes, des pensées et des religions, l'esprit antitraditionnel est au fond de toute cette science et notamment de la critique historique. La science européenne des textes, des pensées et des religions est complètement envahie par le point de vue historiciste qui consiste à réduire à l'historicité matérielle et purement rationaliste des choses, toute la connaissance et toute l'histoire d'une pensée ou d'une tradition ou d'une religion. Il y a aussi le théosophisme, qui est encore une autre variété de pensée occidentale, mais que, évidemment, il n'est pas question de développer ici, puisque René Guénon a consacré tout un ouvrage sur le théosophisme. Mais, soit dit en passant, l'esprit anti-traditionnel qui, sous le couvert d'une pseudo-tradition de fantaisie, se donne libre cours dans ses théories inconsistantes dont la trame est formée par une conception évolutionniste. Voilà ce qu'est le théosophisme, et ce qu'on retrouve aussi dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Sous les lambeaux empruntés aux doctrines les plus variées, et derrière la terminologie sanscrite employée presque toujours à contresens, il n'y a que des idées toutes occidentales. Voilà ce qu'est le théosophisme et l'anthroposophie, et aussi le New Age, ce qu'on appelle le New Age, qui est une sorte de dérivation assez floue, assez encore plus inconsistante du théosophisme. Et d'ailleurs, cela donne l'occasion à René Guénon de critiquer et de décrire l'arnaque, l'illusion absolue de ces pseudo-religions
et de ces pseudo-spiritualités modernes, qui sont plus ou moins ressemblantes au théosophisme, s'il n'y a pas trace de traditions orientales chez les théosophistes, il n'y a pas davantage de traditions occidentales authentiques chez les occultistes, puisqu'il y a aussi les occultistes. Encore une fois, il n'y a rien de sérieux dans tout cela, il n'y a qu'un syncrétisme confus et plutôt incohérent, dans lequel les conceptions anciennes sont interprétées de la façon la plus fausse et la plus arbitraire, et qui semble n'être là que pour servir de déguisement au modernisme le plus prononcé. S'il y a quelque archaïsme là-dedans, il n'est que dans les formes extérieures. Donc là, on voit un résumé de la réfutation par René Guénon de toutes les pseudo-traditions, théosophisme, occultisme, donc ça va donner aujourd'hui l'anthroposophie et le New Age, et tout ce qui est syncrétique, qu'on retrouve aussi par exemple dans le mouvement Gnosis fondé par un certain Samael Aun Weor, qui est un autre syncrétisme complètement anarchique et moderniste. Enfin, pour terminer ce chapitre, René Guénon dénonce l'hypocrisie inconsciente qui est ancrée dans beaucoup d'esprits occidentaux et qui rend parfois le travail plus difficile pour éclaircir les choses, en tout cas dans les esprits de certains. L'inconscience s'allie souvent à la mauvaise foi et il peut être difficile de déterminer exactement la part de l'une et de l'autre. L'hypocrisie moraliste aussi n'est-elle pas inconsciente chez le plus grand nombre? Donc inconscience, mauvaise foi, hypocrisie moraliste, tout cela se combine pour rejeter et pour, le cas échéant, pervertir et adultérer là tout ce qui peut être d'origine traditionnelle. Voilà, fin du chapitre 1er de la deuxième partie d'Orient et Occident. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce travail en faisant des dons sur Tipeee et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 2 de la deuxième partie d'Orient et Occident de René Guénon.